Bonjour Rachel, bienvenue sur La On Discute. Bonjour à toi, ça me fait super plaisir Ben d'être ouais, ici, merci. content de te rencontrer, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors je te reçois dans un climat un peu particulier. J'ai ouvert mon YouTube moi ce week-end et j'ai vu le crypto se casse la gueule, la bourse c'est une bulle qui va éclater, Ouais, les gens commencent à se tirer les cheveux. Alors je suis un peu éloigné de ce milieu. On va dire que je commence à être bien éduqué, mhm. mais disons que je baigne pas là-dedans depuis plusieurs années. Toi, avec ton approche de professionnel, tu penses quoi du climat actuel? Bah, bon, déjà, on sait depuis le début de l'année, à chaque fois que Trump il fait des annonces, il y a des mouvements sur les marchés, tu vois. Donc, faut pas s'affoler dans un premier temps. Là, en l'occurrence, c'est à cause de ça. C'est parce que Trump, il Si a Trump, sorti il a une dit taxe 100% de tarifs produits pour la chinois, non? Chine. Ouais. Tout le monde a ça va pas du tout. Moi, c'est un gros outil de négociation en fait pour lui. On sait très bien que à chaque fois, il y va un peu violemment et puis après, il renégocie pour obtenir ce qu'il veut. Donc ça, c'est ça dans un premier temps. Ensuite, bon, s'il y a une bulle par rapport à l'IA, ça c'est plus à l'intelligence artificielle, le fait que c'est ce qu'on a connu par exemple en 2000, donc Mm. on appelle ça la Internet. dot-com, ouais, la dot-com bubble. Donc on investissait dans plein d'entreprises, il y a Internet qui est arrivé, donc toutes celles qui avaient .com à la fin, on partait du principe que c'était des super entreprises, puis en fait elles faisaient pas du tout d'argent et du coup Mm. c'était des mauvais investissements. Donc ça s'est effondré. Et donc là, il y a plein de gens qui se disent, bah, est-ce qu'on est dans la même situation vu que tout le monde est hyper enthousiaste à l'idée de développer l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on n'investit pas dans plein d'entreprises qui en réalité sont pas rentables ou ont de mauvais produits, etc. Et si c'est le cas, c'est pas une mauvaise chose en fait s'il y a une bulle et qu'elle explose. Déjà parce que ce sera une opportunité, ça veut dire que le marché il baisse et nous on peut acheter moins cher. Et ensuite, c'est plus sain pour le marché parce que de toute façon, il peut pas rester dans une situation où on investit dans des choses qui produisent pas, qui génèrent pas d'argent, parce que la base de la bourse, c'est qu'on peut l'expliquer derrière. C'est pas, on Mm. va en discuter après, je pense, comme des cryptos, Bien etc., sûr. où c'est beaucoup de l'offre et la demande. Ici, généralement, c'est une entreprise, elle a une certaine valeur et un certain prix pour son action parce que derrière, elle a un certain revenu, elle a une certaine constance dans son bilan, son compte de résultats, etc. Et ce qui inquiète les gens, c'est qu'il y a un décalage là avec l'IA, que beaucoup de gens s'enflamment et du coup vont investir dans ces entreprises sans qu'il y ait forcément les retours nécessaires. C'est ça, ce serait des investissements dans des choses pas solides en fait Ouais. qui vont se casser la figure. Et du coup, en fait, ce serait, on fait des surévaluations, c'est-à-dire qu'on investit en se disant ça va super bien performer, mais en fait peut-être pas vraiment. Donc voilà, mais en soi, voilà, si ça baisse, c'est toujours une opportunité. C'est effrayant de voir son portefeuille, etc., qui baisse, mais en soi, c'est pas une mauvaise chose. Tu penses que c'est plus effrayant pour les personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment? C'est ça, hein? Mm, Parce que quand on est comme toi et que t'es bien renseigné, t'es experte, etc., tu prends ça avec un petit peu plus de recul c'est et ça. tu sais que c'est pas la fin du monde en fait, c'est Ouais. ça? Bah, en fait, c'est ce qui se passe pour la plupart des personnes qui investissent et qui sont jamais formées, c'est que dès qu'il y a un crash ou dès qu'il y a une correction de marché, bah, il y a une panique en Panique, ouais. fait. Et le pire chose que tu puisses faire, si tu as un bon portefeuille qui est bien solide, c'est de vendre quand ça baisse, parce que c'est sûr que tu vas perdre. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre comment les marchés fonctionnent et de comprendre surtout qu'en plus les baisses, bah, c'est des opportunités contrairement à ce qu'on nous a toujours appris. Et du coup, une fois que tu comprends ça, tu comprends le mécanisme, c'est là où tu vas te sentir plus confiant. Tu vas te dire ok, ça baisse, je reste patient et même si je suis plutôt à l'aise avec ma tolérance au risque, je vais même en profiter et investir. Ça veut dire qu'il faut un self-control assez important Mm, pour arriver à supporter, de voir la courbe qui, hop, qui descend, le montant de son portefeuille qui fond comme neige au soleil. ouais, Ça demande du self-control, de se dire tout va bien se passer. Et si j'investis, c'est probablement pour y rester plusieurs décennies. ouais, Donc ce petit changement, il va pas trop c'est m'affecter sur le ça. long terme. C'est pour ça que souvent je dis bah même avant d'investir une grosse somme, déjà investis 80 € Mm. et tu prends un SP500 classique, donc c'est les 500 plus grandes entreprises américaines, et déjà regarde comment tu te sens par rapport aux fluctuations du marché, et déjà ça permet en fait de jauger ta tolérance au risque. Des fois on la surestime un peu, on se dit bah non mais c'est bon, j'ai compris, j'ai appris, si ça baisse c'est pas grave, puis en fait quand ça t'arrive tu paniques un peu. Ouais. Mais même là, je l'ai vu, bah, il y avait une correction de marché en début d'année, on a eu juste moins 12% et je voyais tous mes DM étaient là. Est-ce que j'ai fait les mauvais investissements? J'ai fait les mauvais choix? Non, c'est juste qu'il y a une correction de marché, il faut patienter et plutôt en profiter, tu vois. Mais c'est sûr que c'est pas agréable. Mais après, au fur et à mesure du temps que
t'acquiers les connaissances et aussi l'expérience, en fait, tu comprends que ça fait partie du chemin et puis ça te fait plus grand-chose. T'as même plus besoin de te contrôler, en fait. Ouais, je vois tout à fait. Tu m'as fait une transition parfaite parce que moi, j'ai un peu grillé les étapes avec la première question à vouloir discuter de l'actualité. Tu as parlé d'investir déjà ne serait-ce que 80 euros. C'est ce que tu recommanderais à quelqu'un qui part de zéro et qui gagne son salaire normalement, tu vois, ça arrive sur son compte en banque. Il laisse tout son argent sur son compte en banque, il sait pas trop où le diriger. Ton conseil, ce serait de pouvoir s'habituer à cette logique d'investissement et de laisser partir une certaine partie de son salaire pour limite ne plus jamais y faire attention et le laisser fructifier. Bah, dans un premier temps, il faut vraiment se former parce qu'il faut faire une stratégie. Juste choisir un ETF un peu au pif ou qu'on a entendu dans des contenus sur les réseaux, c'est pas suffisant puis ça va pas donner de résultat. Parce que tous les ETF ne se valent pas. Tu en as plein, par exemple, donc du SP500, mais tu vas en avoir un qui avait beaucoup plus de frais, un qui performe pas très bien. Donc, faut déjà bien les choisir. Ça, c'est une première chose. Donc, se former là-dessus. Et après, quand tu commences, tu te dis, OK, là, je vais commencer à investir, je suis prêt, je me suis formé, j'ai les bonnes plateformes, le bon compte, la bonne fiscalité, tout ça. Là, je dis, avant de te dire, allez, je fonce dedans, parce que même si t'as les connaissances, ça reste quand même quelque chose de nouveau. Et puis, il faut prendre conscience qu'il y a un bagage d'années où on t'a dit que la bourse, c'était risqué. Donc, t'as forcément ces peurs qui sont en toi. D'appréhension. Ouais. Voilà. Et donc, l'idée, c'est, je dis toujours déjà, voilà, mais faire ce premier investissement, de toute façon, il va rien se passer. Hein. Franchement, avec un ETF classique et tout, 80 euros, tu vas avoir des petites fluctuations, mais c'est pour te tester. Et après, c'est là où tu vas mettre en place ta stratégie, ton montant tous les mois et tu vas investir dedans. Quand tu parles de stratégie, c'est quelque chose qui est individualisé en fin de compte. Oui. Parce que le montant, il va dépendre, j'imagine, de tes revenus, c'est ça. Ce que tu as envie de faire avec cette épargne, etc. C'est ça. Ta stratégie, tu vas la baser sur ta tolérance au risque, sur ton budget. Parce que forcément, si tu as un budget de 2 000 euros par mois, c'est pas la même chose que 200. Sur ton horizon de temps et sur tes objectifs. Parce qu'il y a des personnes qui disent bah moi je veux tant d'ici quelques années, donc faut booster un peu le portefeuille, et d'autres personnes qui disent bah, moi je préfère rester un peu plus précautionneux et peut-être avoir un petit peu moins. Donc c'est pertinent de se dire dès le début qu'est-ce que je veux atteindre dans plusieurs décennies. Est-ce que je veux avoir une épargne pour ma retraite? Est-ce que je veux du revenu passif? Je sais pas si ça existe d'ailleurs. Totalement. Ouais. Bah, par exemple, avec des dividendes, t'as rien besoin de faire. On va te verser tes dividendes chaque année. Donc, et c'est bien d'avoir un objectif parce que ça booste. Moi, je le vois dans les personnes qui font ma formation, etc. On a un petit tableur Excel qui te permet de faire les calculs pour voir combien ça va te donner de rente d'ici quelques années. Et du coup, il y a des personnes qui me disent ah bah en fait je me suis rendu compte que je voulais plus, donc il fallait que je mette plus de côté. Et du coup, ça m'a boosté à générer plus de revenus, être un peu plus carré sur mon budget. Et donc au lieu de mettre 400, je mets 600 et je sais que au lieu d'avoir par exemple 1 million, bah, j'aurai 1,5 million, tu vois. Donc c'est une manière de mieux visualiser. C'est ça. Et de construire un peu mieux son plan d'attaque. C'est ça, c'est ça. Avoir les bonnes priorités en fonction de ce que tu veux et pas avancer comme ça à l'aveugle. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif? J'ai parlé de la retraite, j'ai parlé de dividendes. Est-ce qu'il y en a d'autres ou non, c'est à peu près tout? Ça va être principalement soit un patrimoine, donc un montant que tu veux atteindre, soit une rente. Et ça peut être aussi les deux. On peut faire un mixte parce qu'en fait, si tu veux, donc il y a la stratégie des 4%. C'est une stratégie qui montre que si tu retires 4% de ton portefeuille chaque année, dividendes inclus, eh bien ton patrimoine va rester le même. Donc ça te permet d'avoir une rente avec ces 4% tout en ne touchant pas en fait ton patrimoine. Donc à la fois tu peux garder un certain patrimoine et peut-être 10 ans plus tard l'utiliser pour acheter, je sais pas, un appart, une maison, mais en même temps pendant 10 ans tu auras eu ces 4% d'intérêts qui te seront versés, qui t'ont permis d'avoir une rente. Alors attends, est-ce qu'on peut faire une simulation concrète? 4%, si jamais tu retires 4% par an de ton patrimoine, ton patrimoine ne bouge pas? Oui, parce qu'il continue de performer. Et donc ces 4% te servent à vivre en fin de compte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, imaginons tu as 1 million qui est investi toujours dans des ETF composés d'actions. On peut mettre aussi de l'or et parfois des obligations. Donc, c'est des dettes qui vont être émises par des entreprises, par un État. Et du coup, donc toi, tu as ton petit portefeuille. Le marché continue de performer, de fructifier, etc. La moyenne, c'est environ 10% par an. Il y a des années meilleures que d'autres. Bien sûr. Et donc, il y a des études qui ont montré que si tu bases sur 4%,
eh bien, tu es sûr qu'en retirant 4%, le patrimoine, il va pas être impacté. Et donc, toi, tu vas pouvoir garder ton patrimoine tout en ayant pour sûr une rente chaque année. D'accord. Donc 1 million, 4%, ça fait 40 000 euros. 40 000 euros par an. Et c'est 1 million, en fait, il bouge pas. C'est ça. Ok, d'accord, je comprends mieux. Intéressant, je connaissais pas du tout. Ouais, bah parfait. Eh ben, Comme ça, tu peux le mettre en place. ouais, très bien. Je viens d'apprendre quelque chose. Ouais. Tu trouves encore que l'investissement en bourse, et même en crypto d'ailleurs, ça a une mauvaise réputation? Tu vois, tu as parlé tout à l'heure que c'est un peu cette logique, c'est un peu connoté risqué, qu'il y a encore pas mal de personnes qui ne sont pas bien éduquées et qui ont l'impression qu'elles peuvent tout perdre du jour au lendemain. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut tout perdre du jour au lendemain déjà? Bah, ça dépend en fait quel type d'investissement tu fais. Si tu pars sur du trading, oui, tout à fait. Si tu pars sur de l'investissement de long terme avec des ETF, donc c'est-à-dire que tu as au minimum 500 différentes actions dans ton portefeuille, dans ton ETF. Le risque est moindre. Donc, le risque, bah oui, parce qu'elles vont pas s'effondrer tout en même temps. Ouais. Par contre, là où tu as des gros risques, c'est si tu paniques et que toi tu vends. Bah, c'est là où tu as les plus gros risques en réalité. Ok. Ouais, donc aujourd'hui, on est quand même assez certain que ça reste une option qui est non seulement intéressante, mais qui est presque obligatoire, C'est ça. étant donné la conjoncture actuelle. 1,6% du livret A, ouais. Ouais. On sûr. a tout intérêt à se renseigner là-dessus. Oui, tout à fait. Et après, la question que tu me posais juste avant, est-ce que bah c'est bien tu penses que c'est bien connoté, mal connoté, etc. Je dirais ça dépend de la manière d'aborder les choses et de l'expliquer aux personnes. Évidemment, je vais pas dire que tu vas transformer 100 euros en 10 000 euros en une semaine. Et ça, évidemment, c'est des arnaques, etc. Mais en réalité, c'est pas vraiment en lien avec la bourse. C'est plutôt vraiment un type d'arnaqueur, mais qui pourrait faire ça dans n'importe quel domaine. Et je pense que quand on explique les choses d'une manière qui est réfléchie, qui est logique, en disant, bah voilà, non, tu vas pas faire du stock picking parce que c'est trop risqué, puisque tu vas sur une seule et même entreprise, bah plutôt sur des ETF où là, tu vas être vraiment diversifié. Donc, et même s'il y en a une qui performe plus, elle sera retirée de l'ETF et remplacée. Bah là, tu comprends petit à petit que, en fait, c'est moins risqué que ce que je pensais. Ouais. Et c'est aussi moins risqué que la génération, par exemple, de nos parents, qui, eux, n'avaient pas forcément déjà accès depuis le téléphone, en quelques clics, accès à des ETF. Donc là, oui, on était sur des choses qui étaient beaucoup plus risquées que pour notre génération, quoi. J'imagine même pas comment ça se passait pour acheter des actions dans les années 80. Ouais. Fallait décrocher le téléphone, appeler. C'est une galère. Ça devrait être une sacrée galère. Pour préciser, stock picking, ça veut dire j'achète des actions Apple parce que je sais pas, j'aime bien l'entreprise ou j'ai l'impression que ça va monter, mais au final, c'est pas toujours un bon calcul. C'est ça. En fait, tu dois aller analyser bilan, compte de résultats et tous les ratios. Donc, c'est des calculs pour voir si c'est surévalué, sous-évalué de chaque entreprise. Tu dois faire ça à chaque fois qu'ils sortent leurs chiffres, donc tous les 3 mois. En gros, personne le fait. Mais non, c'est ça. Je suis là, mais je suis sûre que tu vas le faire. Allez, peut-être si t'es motivé, tu le fais une fois, 2 fois, et après tu vas oublier. Et le problème du stock, c'est que avec le stock picking, il faut être rigoureux parce qu'il y a des fois, il faut vendre parce qu'il se passe quelque chose. Si c'est une entreprise qui dépend beaucoup des prix du pétrole, bah peut-être qu'elle va être très impactée si les prix du pétrole évoluent. Enfin, voilà, il y a plein de facteurs très spécifiques qui peuvent impacter l'entreprise en particulier, et donc il faut être alerte. Donc si pour la plupart d'entre nous on n'a pas le temps, donc faut ça pas le demande faire. une surveillance quasi totale, quoi. Et une bonne connaissance aussi. Je comprends. Est-ce que tu peux nous faire la différence et nous expliquer qu'est-ce qu'un ETF, qu'est-ce qu'une obligation, qu'est-ce qu'une action? Je crois que c'est tout. Ouais, ok. Donc, obligation, ça va être une dette qui va être émise par un État ou une entreprise. Donc, nous, généralement, on va avoir une banque quand on veut faire un prêt et emprunter de l'argent. Là, l'État ou l'entreprise ne va pas aller voir la banque, elle va aller voir les particuliers et leur dire, bah, tu me prêtes de l'argent et en échange, je te verse un coupon. C'est les intérêts, en fait. Que nous, par exemple, on paye à la banque. Juste là, ça s'appelle coupon. Et donc, chaque année, bah, elle te verse un peu d'argent pour t'avoir prêté cet argent. Ensuite, tu vas avoir les actions. Donc, tu deviens propriétaire d'une petite part d'une entreprise. Et parfois, mais ça, c'est les entreprises qui décident, pour te remercier d'investir dans l'entreprise, ils peuvent te verser des dividendes. Donc, c'est une part du bénéfice qui est reversée. Ouais, c'est pas systématique. Non, c'est vraiment eux qui choisissent et il n'y a aucune obligation.
Sauf pour certains types d'actions, mais je pense qu'on va pas, on va pas faire tout le cours, ce sera compliqué. Et ensuite, pour les ETF, donc ça, c'est des fonds d'investissement, mais c'est pas comme des fonds classiques de fonds communs de placement, que souvent ils vont être recommandés par des banquiers, etc. Les fonds communs de placement classiques, il y a beaucoup, on va dire, bon, il y a beaucoup de frais, mais ces frais, ils viennent du fait qu'il y ait plus de personnes qui travaillent pour ces fonds, il y ait moins d'automatisation, on va dire. Qu'avec un ETF, son seul et unique but, c'est de répliquer un indice boursier. Un indice boursier, ça va être un regroupement d'entreprises ou d'obligations. Ça peut être aussi avec des obligations. Et ça peut être par secteur, par pays, région, etc. Et Ça peut être, excuse-moi de te couper, ouais. plusieurs entreprises de D'un même l'industrie pays. pharmaceutique. Ou d'un secteur, c'est ça. D'un secteur, ok. Secteur, ça va être industrie pharmaceutique, agroalimentaire, etc. Électronique. Voilà. Et ça peut être, sinon, par pays. Donc, quand je dis les 500 plus grandes entreprises américaines, ça, c'est le SP500, c'est un indice boursier. Et en fait, cet ETF-là, il a pour seul et unique but de répliquer la performance de cet indice. De faire exactement, de suivre exactement la performance de cet indice. Donc, s'il baisse, il baisse. S'il monte, il monte. Et donc, vu que tout est automatisé, eh bien, tu as beaucoup moins de frais. Pour des fonds classiques, on parle de 2% de frais. Pour un ETF, on parle de 0,2% de frais. Mais pourquoi on utilise le terme répliquer? C'est pas directement les performances des entreprises qui sont dans l'ETF? Ouais. Alors, c'est un peu une copie, c'est un peu. En fait, c'est juste que c'est une copie, en effet, et ils vont investir dans les mêmes ETF que le SP500. En soi, c'est la même chose, tu vois. Mais c'est juste, on utilise répliquer parce que un fonds commun de placement classique, il va plutôt avoir pour but de surperformer. Et lui, il va avoir pour but de faire la même performance. D'accord. Okay. Et donc, c'est quand tu fais des analyses, tu vas regarder si la performance entre l'indice et le fonds est la même chose. Et ça, c'est un indicateur que c'est un bon ETF. D'accord. Parce qu'il peut y avoir des mauvais ETF alors? Oui. Qui répliquent mal ou qui ont des grosses différences entre l'indice et le fonds. Et ça, tu sais à quoi c'est dû? C'est à cause de l'automatisation, justement? Alors, pas forcément. Ouais, c'est ça. Donc, il peut être mal construit, par exemple, l'ETF. Il y en a qui... Donc là, on va un peu plus... C'est un peu plus compliqué, mais dans les réplications, tu peux avoir du physique. Donc, ils vont vraiment prendre les 500 entreprises, la même répartition que le SP500, et ils vont faire exactement la même chose. Mais il y en a qui vont faire, par exemple, de l'échantillonnage. C'est-à-dire qu'ils vont pas prendre les 500, ils vont en prendre que quelques-unes, mais tout en ayant pour objectif d'avoir la même performance. Et donc là, si l'échantillonnage est mal fait, peut-être que la performance, elle va pas être bonne. Et ton ETF, il est pas bon. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Et c'est ce qui explique que quand on fait recherche S&P 500, on trouve plein d'ETF qui s'appellent comme ça. Et qui sont émis par... ils sont émis par quoi d'ailleurs? Tu sais, on voit S&P 500. Gestionnaire d'actifs. Ok, d'accord. Donc c'est pas des banques. Vanguard, BlackRock, etc. Non, c'est des gestionnaires d'actifs. Et c'est eux, en fait, qui vont créer les fonds. C'est des entreprises, quoi. Des fonds d'investissement pour Vanguard, etc. Ouais, Vanguard, c'est un gestionnaire d'actifs. BlackRock, c'est un gestionnaire d'actifs. Tu peux avoir... Franchement, t'en as... Ouais, c'est un peu dans la même veine. Ouais, c'est ça. Et comment t'as réussi, toi? Enfin, comment tu t'es formé pour arriver à déterminer quels sont les bons et les mauvais ETF? Alors, déjà, moi, j'ai fait des études en finance. J'ai fait HEC, j'ai travaillé en finance. Donc, et mon métier, c'était business analyst et financial analyst. Donc, analyser des bilans, des comptes de résultats, c'était vraiment mon quotidien. Donc ça, c'est ma base. Ensuite, moi, je voulais apprendre à investir pour moi et je trouvais pas trop les infos. Mais par contre, je sais pas si tu as déjà vu, mais dans les universités américaines, tu as beaucoup de formations en ligne. Alors, c'est des formations payantes, mais qui sont hyper poussées. Et par exemple, pour tout ce qui est financier, etc., tu as des super formations. Et du coup, j'en ai fait principalement à Harvard et à Columbia. Là-dessus, je me suis formée. Et du coup, c'est comme ça, moi, que j'ai appris à analyser les ETF, à analyser encore plus les entreprises, mais d'un point de vue investisseur, et à savoir comment constituer un portefeuille. Et ensuite, après, j'ai fait la formation de conseillère en investissement en France. Mais honnêtement, on n'apprend rien du tout sur comment... Non, tu n'apprends rien sur comment constituer un portefeuille ou choisir des fonds, etc. Tu apprends beaucoup plus la partie plus légale. En fait, donc comment on fait un héritage, comment on transmet cet argent, etc. Ce qui est bien à savoir, mais déjà, faut que ça performe avant de le donner. Donc... C'est marrant, cette différence de, tu vois, d'ADN entre les États-Unis et la France. On n'est pas encore aussi avancé qu'eux en termes d'éducation financière, en tout cas pour la bourse.
Bah oui, c'est dommage et souvent les conseillers d'ailleurs ne savent pas analyser. Eux-mêmes ne savent pas. Bah, moi, j'en ai beaucoup qui prennent ma formation pour apprendre ça parce que c'est pas dans leur formation. Et ça a été dur d'ailleurs pour moi de recruter une personne qui était gestionnaire de patrimoine parce qu'en fait, ils n'avaient pas les connaissances. J'ai dû recruter dans des personnes qui avaient fait ma formation plus la formation de gestion en patrimoine pour avoir des personnes dans mon équipe parce que sinon, ils avaient aucune connaissance à ce niveau-là, quoi. C'est quand même assez dingue de se dire que des professionnels ne sont en fait pas les mieux renseignés sur ce sujet-là. C'est vraiment dommage. Il faut que ta formation, elle soit reconnue, elle soit adoptée par tout le monde au sein de l'État. Ça serait utile. Et ça tombe bien qu'on parle de PEA, parce que j'aimerais remercier le sponsor de cet épisode qui est Trade Republic. On parle souvent de mieux gérer notre argent, mais au final, combien d'entre nous le font réellement ? Entre les frais bancaires, les comptes qui dorment et le manque de temps pour s'occuper de ses investissements, on finit toujours par le remettre à plus tard. Et justement, Trade Republic propose une autre manière de gérer son argent. C'est une banque mobile nouvelle génération, qui est pensée pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leurs finances sans se prendre la tête. Et surtout, elle ne facture pas de frais d'ouverture, pas de frais de tenue de compte selon les conditions dispo sur le site. Et ce que j'apprécie vraiment, c'est que votre argent ne reste pas inactif. Vous touchez des intérêts quotidiens sur votre compte et 1% de vos dépenses est automatiquement réinvesti sur votre plan d'épargne actif à un taux annuel brut qui est susceptible d'évoluer. Personnellement, je suis client depuis de nombreuses années chez Trade Republic. J'ai mon PEA et mon compte titre là-bas. Et le meilleur dans tout ça, c'est leur nouvelle fonctionnalité, la possibilité d'investir automatiquement chaque mois. En gros, vous configurez une seule fois le montant mensuel que vous désirez investir et l'application s'occupe du reste. Votre épargne se valorise automatiquement via vos investissements. Et pour vous dire à quel point cette banque a du succès, rien qu'en France, il y a déjà plus d'1 million d'utilisateurs sur les 4 dernières années. Donc si vous voulez reprendre le contrôle de vos finances et investir dans le long terme, alors téléchargez simplement l'application Trade Republic en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous ouvrez un PEA gratuitement et vous commencez dès aujourd'hui à investir votre argent. Ok, donc toi, effectivement, c'était tes études et puis tes travaux personnels. Mhm. Et qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas ? Est-ce que le raccourci, ce serait justement d'avoir une formation ou de commencer ailleurs avec des choses un petit peu moins complexes et peut-être plus simples à digérer avant de passer le pas et d'avoir quelque chose de plus structuré ? En fait, moi, je recommande de se former, mais je vais donner une anecdote pour que tu comprennes. Et ça n'a pas besoin d'être complexe tout de suite. Justement, dans la formation, on y va étape par étape. Et dans ta stratégie, tu peux faire une stratégie très simple au début. Genre 2, 3 ETF, un seul compte, un peu d'argent, et voilà. Et après, tu peux complexifier. Maintenant que j'ai pris des actions et de l'or, je peux rajouter un ETF qui va être un petit peu plus performant, ajouter d'autres stratégies. Voilà, juste cite du leverage, du momentum. C'est des stratégies qui sont beaucoup plus complexes, mais on peut y aller en fait petit à petit déjà dans un premier temps. Mais c'est important d'être formé parce que, par exemple, j'avais une personne qui me suivait sur les réseaux sociaux et puis je pense qu'elle suivait d'autres créateurs de contenu finance et elle voyait SP500, SP500 et s'est dit c'est facile. C'est ça, je vais aller sur la plateforme et puis je clique et puis voilà. Et donc elle va dessus et elle avait mis quand même 3000 € et elle voit quelque chose où il y avait écrit SP500. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout un ETF, c'était un outil de trading, certes du SP500, mais qui avait en fait un stop loss take profit, donc c'est quand ça vend tout seul et etc. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est que la pauvre, elle s'est dit, il y a écrit SP500, c'est forcément ça, je vais mettre les 3000 et elle s'est connectée 3 jours plus tard et il y avait plus rien. Oh. Et donc elle me dit, mais elle m'écrit après, et elle me dit, ce que je viens de faire, est-ce que je peux récupérer mon argent, etc. Et je lui dis, non, tu peux rien faire parce que tu as utilisé des outils de trading, en fait, tu as appuyé sur des boutons sans savoir ce que ça signifiait, etc. Donc c'est pour ça que je disais, on peut avoir une stratégie qui est hyper simple avec un MSCI World, c'est par exemple tous les pays développés, quelque chose de très simple, mais c'est important quand même de savoir sur quel bouton cliquer, quoi choisir, pas non plus prendre les choses juste au pif ou parce qu'on a entendu, parce qu'on peut vite quand même faire des erreurs, surtout sur certaines plateformes. Là, c'était XTB qui est plus compliqué. Trade Republic, c'est très simple, il y a écrit acheter, vendre, il n'y a pas trop d'erreurs. Tu moi. Mais sur des plateformes un peu plus complexes, on peut vite faire des erreurs. Est-ce que tu penses justement qu'avec l'émergence de toutes ces plateformes, ça a un petit peu brouillé les signaux et que en tant que débutant, c'est difficile de s'y retrouver? Je pense qu'on peut vite se dire c'est accessible parce que c'est sur ton téléphone et en soi ça l'est, mais voilà, je pense qu'il faut. Après, les gens souvent se rendent compte, des fois ceux qui font pas des erreurs comme ça, mais juste ils se disent allez, j'achète un truc ou je prends
tous ceux dont on parle sur les réseaux, ils se rendent compte généralement à peu près 6 mois plus tard qu'il n'y a pas de grands résultats. Et c'est là où ils se disent, bon, peut-être qu'il faudrait que je mette en place une stratégie, que je me forme. Donc après, c'est le chemin de chaque personne, quoi. Ouais, ils perdent pas d'argent, ils perdent juste un peu de temps, mais en tout cas, ça. ça leur permet de passer le pas et d'essayer de se former un petit peu plus. Ok, très intéressant. J'avais une question qui allait... Ah non, j'avais une remarque. C'est pas une remarque, mais c'est même pas une remarque. Une réflexion. Une réflexion, là. J'étais tombé sur un article, ou c'était peut-être un podcast, où l'animateur disait que chez les Français, la durée moyenne de conservation d'un ETF, c'était 250 jours. Ok. Un truc qui me paraissait moins ridicule. Parce que d'après tout ce qu'on entend, l'avantage justement des ETF, c'est de les garder longtemps. Oui. Bah pour le coup, 250 jours, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, on est d'accord. Ouais. Et je sais pas où il voulait en venir, c'est que la plupart des gens n'ont pas la patience nécessaire pour garder des actions ou des ETF assez longtemps pour que ce soit vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Est-ce que, selon ton expérience et parmi toutes les personnes que tu as pu former ou être confronté, c'est quelque chose que tu retrouves aussi ou pas forcément ? Bah, je pense que j'ai dû beaucoup là-dessus sur mes réseaux. Et du coup, et je suis très honnête là-dessus. Je dis, bah voilà, il se passera. Enfin, tu peux commencer à avoir des résultats, mais si tu investis 100 euros, il n'y aura pas grand-chose à la fin de l'année. Ouais. Bien sûr, une personne qui a 200 euros de patrimoine, oui, les résultats sont bien plus conséquents à la fin de l'année, parce qu'on est à peu près sur 10% de rendement. Donc, ça, c'est sûr. Après, bah voilà, je pense qu'il y a l'éducation qui en fait part. Et au niveau de la patience, je pense que de toute manière, même dans tout, tu as un business, je pense que tu le sais aussi, il faut quand même être patient, persévérer, continuer, etc. Je pense un peu pour tout dans la vie, tu es dans le sport, tu sais C'est bien ce que j'allais dire. Voilà. Pour moi, l'exemple le plus flagrant, c'est le sport. Genre, tu peux pas aller à la salle 2 semaines et tu te dis, allez, c'est bon, j'aurai le corps de mes rêves. Bah, je pense que c'est un peu la même chose pour tout. Ouais. Et au fur et à mesure du chemin de chacun, on prend conscience que, bah voilà, faut un peu persévérer, avoir de la discipline. Et c'est ça qui va donner les résultats, quoi. C'est vrai que quand j'ai commencé en tant que coach, c'était mon objectif pour ceux qui se mettaient au sport. Peut-être que c'est le tien aussi pour les personnes qui commencent à se former par rapport à l'éducation financière. C'est d'arriver à leur faire gagner du temps, en fait. Bah, c'est ça. Bah, là, c'est comment est-ce on met en place une stratégie le plus rapidement possible qui t'apporte des résultats, comment on met en place une stratégie d'enrichissement pour que tu augmentes un peu tes revenus aussi et puis que tu aies les résultats les plus rapides possibles. Mais après, bah, je peux pas accélérer le marché non plus. Bien sûr. Donc, oui, ouais. il y a un moment, faut quand même être patient. Il y aura pas le choix. Non. Est-ce que toi, je reviens à ce que tu as dit juste avant par rapport au stock picking. T'as déjà fait du stock picking? Oui, ou c'est quelque chose que... Ouais, j'en fais plus parce que bah j'ai plus forcément le temps et je sais très bien que si j'ai pas le temps, bah j'aurai pas les résultats. Donc au début, bah où j'avais plus de temps, etc., que j'étais encore employée et tout, bah je faisais du stock picking et j'aimais beaucoup ça. Mais toi, pour le coup, tu le faisais de la bonne manière, c'est-à-dire que tu te renseignais sur l'entreprise, etc. Ouais. Ok. Et après, en fait, je me suis rendu compte que je commençais à avoir des mois où j'étais là c'est chaud, là, je peux pas passer 4-5 heures à faire mon analyse. Alors ça va, ça reste quand même mensuel, mais je voyais que ça passait vite à la trappe. Donc je me dis, je vais tout revendre et je vais être que sur des ETF et juste, je vais mettre en place d'autres stratégies de booster, mais sur des ETF. D'accord. Donc là, c'est full ETF. Ouais. Ok. Ok, très bien. Et tu as mentionné quelque chose qui attire ma curiosité. Tu as parlé d'or. Mais alors, dis-moi en plus. Ah, j'adore investir dans l'or parce que... Ça, c'est ce qu'on considère comme étant une matière première, c'est ça? Oui. Et il y a d'autres matières premières, il n'y a pas que l'or, on est d'accord? Exactement. Ok. Mais celui qui a vraiment le rôle de stabilisateur dans un portefeuille, c'est l'or. Même encore aujourd'hui? Oui, bah, il performe super bien. Donc là, il va même ajouter de la performance, mais de manière générale, on le met pour sa stabilité. En fait, il nous permet de nous protéger de l'inflation et sa valeur reste stable dans le temps. Elle est structurellement haussière parce qu'il y a l'inflation, mais elle reste stable dans le temps. Donc là, on a des performances qui sont très élevées. Ça va sûrement redescendre un petit peu. Mais de toute façon, c'est pas grave. Ce qu'on recherche ici, c'est pas de la performance, c'est pas gagner de l'argent, c'est de protéger notre argent. Est-ce que tu peux nous réexpliquer pourquoi c'est une valeur sûre, entre guillemets? Ouais. Parce que quand on parle d'or, on parle du prix de 1 kilo d'or, d'un lingot, enfin je sais pas. Une once. Une once. Ouais. Donc c'est pas 1 kilo du tout, c'est quoi, 250 grammes? J'ai pas la conversion. Non, j'ai pas la conversion. Ouais, mais en tout cas, c'est un volume fixe, enfin une masse fixe. C'est ça. Ok. Et après, en fait, donc t'as des formes d'or qui sont reconnues.
Ça va être des lingots, des mini-lingots. Tu vas en avoir avec différentes certifications. Je pense par exemple au PAM, P-A-M-P. Mhm. C'est suisse. Et donc, eux, si tu veux, ils ont leur cotation. Donc, c'est basé sur le prix de l'or, mais chaque format, on va dire, a sa cotation. Donc, D'accord. les lingots, Ouais. les pièces, les lingots, etc. Tu vas avoir les louis d'or, les Napoléons. On en parle beaucoup souvent en France, pareil. Et donc, quand tu investis dans l'or, c'est pas t'investis dans des bijoux, etc. C'est vraiment t'investis dans des formes qui sont reconnues internationalement, que tu peux revendre sans souci. Et c'est une valeur refuge, tout simplement parce que déjà, c'est reconnu partout dans le monde. C'est utilisé aussi par toutes les banques centrales pour leurs réserves. C'est échangeable partout dans le monde. Ça reste quand même très liquide. Tu peux aller dans n'importe quel pays, tu échanges de l'or, tu auras de l'argent en retour. Et c'est très solide aussi dans le temps au niveau de sa valeur. Et après, d'un point de vue fiscal, c'est avantageux. Nous, en France, c'est au bout de 22 ans. Mais pour les Belges ou pour les Suisses, ils ont 0 fiscalité dessus pour leur physique. Attends, au bout de 22 ans, qu'est-ce qui se passe T'as pour pas la France? d'impôt. T'as pas d'impôt. Donc, quand tu gardes de l'or pendant 22 ans, Ouais. même si tu le revends et que tu fais des bénéfices, Oui. il n'y a pas d'impôt. 0. Ok, d'accord. C'est Et tu as dit les autres pays, il n'y a pas C'est de... toujours 0. Bon. Faut juste être Nous, on ramasse patient. 22 ans de plus. Ouais. Ok, d'accord. Donc, ça vaut toujours le coup d'investir dedans. Oui, et moi, franchement, presque dans tous les portefeuilles, je recommande d'en avoir pour la stabilité, en fait, pas avoir trop de fluctuations sur notre portefeuille, etc. C'est vraiment un bon moyen. Parce que sinon, en fait, l'autre moyen que tu as de réduire un peu la volatilité et le risque sur ton portefeuille, c'est avec les obligations, donc ce dont je te parlais, les dettes qui sont émises par un État. Principalement, ça va être plutôt des dettes d'État, parce que on va considérer ça plus solide, moins volatile. Mais par contre, eux sont quand même plus volatiles, c'est-à-dire que en période d'inflation, on va voir notamment, donc là les taux ils sont en train de baisser en ce moment et donc tu as les obligations qui remontent, mais quand les taux montent, les obligations baissent. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine balance, parce que généralement quand les obligations baissent, les actions montent et inversement, donc ça va servir pour équilibrer en fait ton portefeuille. Ok, ouais, ça équilibre la balance et ça évite que ça bascule trop d'un côté. C'est ça. D'accord, je comprends. Et concrètement, par rapport à l'or, tu détiens quand même toujours virtuellement de l'or ou tu la détiens vraiment concrètement? Ouais, tu peux recevoir tes petits lingots à la maison. Ah ouais. Non, en fait, tu as deux moyens d'investir dans l'or. Donc, ça, c'est soit via des ETF, on appelle ça des ETC pour commodities. Le C, ça veut dire commodities. Et donc, c'est des ETF qui vont investir dans l'or physique. Par contre, quand tu fais ça, t'as pas l'avantage fiscal. C'est la fiscalité classique de l'investissement boursier. Par contre, c'est pas mal pour des petites bourses, tout simplement parce que tu peux avoir le prix d'une part à 40, 50 euros. Et donc, c'est facilement, c'est facile. Bah voilà, quand on a des petites bourses, même t'as des fractions. T'es pas obligé d'acheter la part en entier, mais qu'une partie de la part. Et les opérations sont facilitées. C'est ça. Ouais. Et vraiment, tu le revends en quelques clics. Donc, l'or physique, c'est là où tu as l'avantage fiscal. Donc, c'est-à-dire vraiment acheter des pièces d'or, les mini-lingots, etc. Tu as des sites spécialisés pour ça. Tu as Achat Or et Argent et tu as Gold Avenue qui sont très bien. Et donc, soit tu fais le stockage avec eux, ils ont des coffres pour le stocker, soit tu le reçois chez toi, mais par contre, il faut aller le stocker dans un coffre toujours parce que tu ne seras pas protégé si ça reste chez toi. Et c'est quelque chose que tu recommandes ou c'est un peu trop exotique d'avoir ces petits lingots d'or, de les stocker Ah non, mais moi, je trouve ça super parce que tu as l'avantage fiscal, donc c'est quelque chose qui est vraiment avantageux. Et aussi, c'est une manière de diversifier son portefeuille, de pas avoir tout en virtuel, mais aussi d'avoir du physique. Donc, non, c'est une très bonne chose. Par contre, juste, voilà, faut pas le garder chez soi. Oui, bien sûr. Parce que ça, c'est bien risqué. Ouais. Ça, on le comprend. Ouais. C'est ça. Et ça veut dire que la proportion des investissements, pour toi, par exemple, pour ce que tu conseilles en ETF, en obligations et en matières premières, ça devrait représenter quoi? 33, 33, 33 ou non? Ça dépend des stratégies, ça dépend de ce que tu veux? Ça va vraiment dépendre des personnes. Les obligations, pour moi, c'est vraiment optionnel. Il y a très peu de portefeuilles quand même. Pour des personnes plutôt jeunes, il y a très peu de portefeuilles qui vont en avoir. C'est plutôt aussi c'est une personne jeune, ça va être une personne qui a une tolérance au risque qui va être quand même assez basse. Sinon, du coup, de l'or, on va fluctuer au niveau de la proportion en fonction de la tolérance. Donc, si quelqu'un qui va être très averse au risque, on va plutôt mettre une grosse proportion, 20%, même 30%. Et sinon, on peut aller par exemple pour quelqu'un qui est plus tolérant sur 10% et le reste en action, mais pas en action individuelle, en ETF composé d'actions. Ok.
Tu crois que c'est important d'essayer d'estimer son rapport au risque, de savoir si vraiment on est prêt à prendre des risques? C'est une question importante parce Ouais. que tu l'as mentionné plusieurs Plein de fois. Ouais, plein de fois. Ouais. Oui, c'est important parce que c'est ça qui, si le portefeuille est pas bien construit par rapport à ta tolérance au risque, c'est là où tu vas vendre quand tu vas paniquer parce que tu vas avoir, en fait, tu vas avoir trop de fluctuations sur ton portefeuille. C'est généralement donc tu as des petits tests hein, même enfin ils peuvent les personnes qui te regardent ou qui nous regardent plutôt sur la vidéo tu tapes sur Google tolérance au risque test et tu as plein de questions qui vont te permettre en fait de juger et de déjà avoir une idée en fait. Et C'est un test général, ça? oui, bah l'AMF c'est obligatoire par exemple pour tous Ah, les conseillers en investissement ok, et l'AMF en propose un donc c'est l'autorité des marchés financiers ok. parce que c'est obligatoire. Tu peux pas mettre un portefeuille qui a un risque de baisse de moins 50% à une personne qui tolère moins 20. Bien sûr. Et du coup, en fonction de ça, bah on va ajuster pardon les actifs donc obligations, actions, or pour enfin métaux précieux pour voilà, faire en sorte d'avoir la bonne volatilité par rapport à la tolérance au risque. D'accord. Tu conseillerais quand même de commencer par quelque chose d'assez conservateur, pas trop risqué, ou alors non, en fonction des profils, ça peut être pertinent pour quelqu'un de se dire moi c'est ok, j'ai un rapport au risque qui est bon, Ouais. j'ai pas de problème avec des fluctuations vraiment vraiment importantes, parce que je sais qu'elles peuvent rapporter gros. Mais en fait, à partir du moment où tu as fait tes tests et que tu es assez confiant, j'irais plutôt commencer avec un portefeuille qui peut être assez quand même intéressant, Hmm. même si l'idée, c'est pas de se dire, allez, je vais à fond, je prends toutes les Ouais. techniques les plus risquées, d'avoir quelque chose, on va dire, légèrement ambitieux, mais quand même qui respecte. Donc, tu peux te dire, bon, allez, je pars avec 15% d'or, je réduirai à 10 si je me sens un petit peu plus confiant, Mhm. mais c'est surtout au niveau du montant. Parce qu'en fait, généralement, on a un peu ce truc de moi, si j'investis 100, ça va, mais si j'investis 500, là, c'est un peu plus difficile. Et donc, quitte à avoir 6 mois où tu n'investis pas beaucoup, mais avec une stratégie voilà, légèrement ambitieuse, et après, au bout de 6 mois, juger, se dire est-ce que je reste sur ça et j'augmente le montant, ou est-ce que je fais en sorte que ce soit moins risqué, etc. Ouais, et t'affines un petit C'est peu au ça, fur et à ouais. mesure. Ok, je comprends bien. Ouais, totalement pertinent. On a déjà abordé plein de choses. Est-ce que, selon toi, selon ton expérience, il y a certaines erreurs qui sont faites systématiquement, tu vois tous les jours parmi les personnes que tu formes ou les personnes que tu renseignes, peut-être 3 erreurs par rapport à l'investissement. Restons sur la bourse pour l'instant, parlons pas forcément de crypto ou d'autres Ouais. choses. Quelles sont les 3 erreurs les plus populaires, entre guillemets? Bah, c'est de vendre quand ça baisse. Et ça, faut jamais le faire? Ou alors il y a des conditions qui peuvent être intéressantes? Bah, en fait, c'est pas intéressant, c'est que si tu dois vendre quand ça baisse, c'est que ça va continuer de baisser. Donc Ok, tu je veux pas comprends. perdre plus. Ouais. Ça arrive rarement quand même avec des gros ETF, parce qu'il n'y a pas de raison. Et généralement, en fait, les marchés, c'est toujours remis d'un crash, etc. Donc en fait, il faut être patient. Plutôt. Donc ça, c'est la première chose. Mais voilà, si en tout cas tu dois vendre, c'est que tu veux pas perdre plus. Ça peut être une grosse erreur. La deuxième, je dirais, c'est de commencer sans se former, d'aller au pif, etc. Et la troisième, c'est de faire confiance à 100% à un conseiller sans prendre conscience de ce dans quoi tu investis. Ça, je pense que c'est vraiment la plus classique. Quasiment tout le monde l'a fait. Moi, la première, quand j'avais 18 ans, j'avais reçu un petit peu d'argent. J'ai demandé à mon banquier, comment est-ce qu'on peut le placer, même si c'était pas une très grosse somme, mais voilà. Eh bien, direct, il m'a fait ouvrir une assurance vie avec des investissements qui n'étaient pas très intéressants, avec des frais de fou. Et là, je le vois même parmi tous les membres de mes formations et tout, il y a des personnes, elles prennent conscience en faisant la formation des frais qu'elles payent, des performances pourries qu'elles ont. Il y a des personnes, elles ont des placements, donc c'est même pas des livrets, des placements, où ils ont fait moins de 1% par an. Avec des conseillers, et du coup là tu te dis waouh, et il y a des personnes, ça fait 10 ans qu'elles ont ça. Donc là tu es un peu en mode
ok, il faut que je Ils ont change perdu. tout ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que je vois le plus souvent. Même si on a un professionnel en face de nous, c'est important de comprendre. C'est comme, je dis souvent, t'irais pas acheter une maison au fin fond de la Hongrie, dans une petite rue. Tu me dirais, pourquoi cette rue? Pourquoi cet appartement? Est-ce Pourquoi qu'il ce y a, pays? voilà, Ouais. est-ce qu'il y a des raisons particulières? Pourquoi ça va me rapporter de l'argent? Et ici, c'est la même chose. Pourquoi vous me mettez tant de frais? Pourquoi c'est tel investissement? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, etc. Ça veut dire qu'on doit pas faire confiance aux banques ou pas forcément? Déjà, un banquier, c'est pas un conseiller en investissement. Donc, voilà, ça, c'est la base. Donc, juste lui, c'est pas pour lui jeter la pierre, mais c'est juste pas c'est pas son métier et il a pas été formé pour ça et il a été formé pour tout ce qui est lié à tout ce qui est bancaire. Et Donc, commercial après, aussi. c'est ça. Ouais. Après, tu as des conseillers en investissement qui vont être bien, qui vont être formés, etc. Mais eux, on va dire que ils vont te proposer certaines choses. Dans des cabinets, généralement, c'est des portefeuilles préconçus. Il y en a certains qui peuvent être bien comme mauvais. Voilà, je les connais pas tous. Mais c'est au moins, si on veut passer par ce type de service, aller questionner un peu ce qu'il y a dedans et comprendre, pas juste se dire je le mets et je vois au pif. Je vois, par exemple, ma maman, j'avais re-regardé ce qu'elle avait fait il y a très longtemps. Depuis maintenant, c'est moi qui lui fais ses investissements. Mais elle avait demandé d'investir dans l'or. Et donc, on lui avait donné un fonds qui a Gold dans le nom. Donc, elle s'est dit, c'est bon, c'est de là. Ouais. Sauf qu'en fait, ils investissaient pas dans leur physique, ils investissaient dans des entreprises dans le secteur de l'or. Ah oui, Et rien à voir. ça n'a rien à voir, parce Ouais. que c'est des investissements dans des actions, c'est pas la même performance, c'est pas solide, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut questionner un petit peu. Mais il l'avait fait pertinemment, tu penses? Ou même eux, ils savaient même pas ce que c'est? Je sais même pas s'ils prennent le temps d'analyser, donc peut-être que eux ils savaient même pas, je sais pas. Ok. Ça fait un peu peur, mais au moins c'est bien de savoir comment réagir dans ce genre de situation pour éviter qu'elle se passe. Oui, et c'est pas compliqué, analyser des ETF. T'as Ça 6-7 l'apporte tout le monde. critères, Ouais. oui, sur toutes les plateformes. En fait, tu as un moyen de retrouver exactement l'ETF que tu regardes sur ta plateforme. Tu vas sur le site de gestionnaire, donc comme on disait, Vanguard, BlackRock. Et là, tu vas voir toutes les différentes informations dont tu as besoin. Et puis après, tu sais ce qu'il y a dedans. Et si tu le prends, tu le prends pas, quoi. Ouais, il suffit juste de creuser un peu et vraiment un peu. On n'a c'est pas ça. besoin d'y passer des Non. heures et des heures. Non. Ok, ça c'est rassurant. Oui. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est, je parle de nous, notre génération, on n'est jamais passé par un krach boursier? Mais si. La crise du Covid? Ouais. Ça, c'est considéré comme... Ouais. Ok. C'est ça. Et après, on était petits. 2008. 2008, Ouais. Est-ce que tu penses, je vais essayer de bien formuler ma question, parce que de toute façon, on l'a aussi abordé un petit peu. Est-ce que tu penses que ces périodes-là ne devraient pas du tout modifier notre comportement vis-à-vis de notre portefeuille? On ne devrait pas revendre, par contre, on doit en profiter. 2020, c'était quand même une super opportunité d'un point de vue investissement parce que tu as tout qui est en solde. Donc, on est à peu près à moins 36%. Tu achètes tout à moins 36%. C'est comme si tu vas chez Zara, c'est le même manteau, mais juste, au lieu de coûter 100, il coûte 50. Voilà, c'est pareil. C'est les mêmes c'est toujours Apple, c'est toujours Amazon, c'est toujours Microsoft, mais moins cher. Donc, ça doit le changer. Pas dans un sens, je vais refaire toute ma stratégie. Tu gardes ta stratégie, juste, tu mets un petit peu plus d'argent. Donc là, la logique, c'est par exemple, une action, je dis n'importe quoi, vaut 100 euros. Post-crack, elle en vaut plus que 30. Toi, tu achètes quand elle en vaut 30. Et quelques années après, elle sera remontée beaucoup plus haut que les 100 c'est ça. d'avant crack. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Après, celles que tu as achetées avant, pardon, elles vont continuer aussi d'évoluer. C'est juste, tu n'auras pas la même, la même performance. Pas la même performance. Ok, d'accord. Donc, faut garder la tête froide. Oui. Et partir du principe que c'est une opportunité. C'est ça. Par contre, pas investir dans n'importe quoi en se disant ça, j'ai jamais investi dedans, mais je vois que ça a baissé, donc je le prends. Non, j'ai mon portefeuille, ma répartition avec mes ETF que je prends tous les mois, c'est une répartition en pourcentage, etc. Et je vais investir dans celle-ci. Et pas une autre. Non. Parce que généralement, plus, tu as l'émotionnel quand même qui joue un peu à ce moment-là, donc ton analyse, elle peut être un peu biaisée quand même. T'as l'émotionnel qui joue à mort. Ouais. À mort. Je pense que c'est même très très difficile d'arriver à se dissocier de toute l'émotion que peut générer des fluctuations du marché ou telle entreprise. Surtout dans les news en fait. Ouais. Genre t'as toutes les news qui te disent c'est la fin, vous allez tout perdre et tout, etc. Donc forcément t'as ça qui rentre dans ta tête, mais
faut garder la tête froide. En fait, c'est pile mon cas de figure parce que je sais pas si tu connais la courbe de l'expertise où moi je suis tout en bas. Ouais. C'est-à-dire que j'en ai appris un petit peu, mais pas assez pour savoir comment appréhender une situation, que ce soit une situation de crise ou quoi que ce soit. Donc il y a mon feed de YouTube qui était plein de vidéos de ce genre-là. Est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre, est-ce que ça va éclater, est-ce que toutes vos économies vont partir en fumée. Mais en réalité, en fait, j'ai la chance d'avoir le recul nécessaire, mais dans un autre domaine, c'est-à-dire le sport, pour me dire, bah en fait, c'est un petit peu la même chose. Et de la même façon que je changerai pas de programme de sport toutes les semaines, C'est ça. pour l'investissement, c'est un peu la même Ouais, chose. c'est ça. T'as ta base, tu l'as construite en fonction de tes besoins. Et après, t'as plus qu'à suivre le plan, quoi. Et surtout que là, on parle d'explosion entre guillemets. Tu l'as dit, c'est juste dans un domaine, c'est celui de l'IA. Oui. Alors que le reste, potentiellement, il y a peu de chances pour que ça bouge autant. Oui, c'est ça. Bah, après, si en fait, quand il y a une bulle, il y a généralement un crash qui se répercute sur tout le marché. Parce qu'il y a une peur, en fait. Et il y a cet effet de surprise, Ouais. généralement. Et du coup, tu as tout le marché qui est touché, en tout cas. Comment ça se fait que c'est aussi comment dire, que c'est aussi vulnérable à des choses qui ne... Attends, je vais essayer de bien le formuler. Pourquoi ces fluctuations qui sont aussi importantes, elles sont aussi importantes alors que l'entreprise en elle-même, elle va faire beaucoup moins de chiffres? C'est ça qui explique que le cours de l'action, il va chuter? Non. En fait, tu sais, c'est les traders qui ont un impact sur le marché, etc. Et en fait, quand il y a un crash, c'est vraiment un effet de surprise, quoi. Et c'est la peur et cet effet de surprise qui fait que ça crash. Et c'est pour ça que on a ce truc de ça reste Amazon, ça reste Microsoft, ils vont faire les mêmes chiffres, mais ils vont repartir. Donc c'est pour ça qu'ils repartent, d'ailleurs. C'est parce que ils sont pas réellement touchés d'un point de vue business, mais c'est d'un point de vue de la peur et des sentiments sur le marché que ça baisse. C'est fou que ce soit quand même basé sur de l'émotionnel encore, hein, quelque chose de si important Ouais. et qui fait limite tourner Ouais. la Terre, que ce soit encore à la merci de l'émotion de certaines personnes. Ouais. Bah heureusement, ça nous donne des opportunités quand même. Oui, oui, bien sûr, faut le voir de Après, la bonne quand on façon. sera automatisé, si on n'en a plus... On fera la gueule. Ouais, c'est ça. Ok, on a fait quand même j'allais dire on a fait le tour, mais il y a encore plein de choses à aborder sur la bourse. Mais j'aimerais bien aussi parler un peu de crypto, parce que la crypto, certains y voient la ruée vers l'or carrément, et d'autres en ont encore très très peur. Quelle est ton approche par rapport à la crypto? Est-ce que tu considères que c'est un investissement aussi important que le reste, ce qu'on a mentionné, ou pas forcément? Ouais. Donc, moi, j'aime bien souvent me baser sur des études pour comprendre le marché. Il y a pas mal d'études qui ont été faites aux États-Unis principalement et qui montrent que si tu ajoutes ne serait-ce que 5% de ton portefeuille en Bitcoin, pas les autres altcoins, en Bitcoin, eh bien, en période haussière, tu peux potentiellement rajouter 2% de performance à ton portefeuille annuel. Donc, il faut entendre en période haussière, parce qu'il y a des périodes baissières qui sont assez violentes, on va dire, sur les cryptos. Donc, ça, c'est une bonne chose et je trouve que c'est bien pour diversifier. Ça nous permet aussi d'avoir quelque chose, vu que c'est décentralisé, ça va être un peu moins corrélé au marché, même si maintenant, on le voit, c'est très corrélé quand même, les cryptos, la bourse, etc. Ouais. Surtout que 5%, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas grand-chose. C'est pas beaucoup. Parce que tu peux avoir quand même de très belles performances. Et après, ces études elles datent des 5 dernières années. Et quand même, le Bitcoin a quand même explosé en 5 ans. Donc, à voir dans les prochaines années si l'augmentation elle est aussi rapide et aussi impressionnante. Ensuite, ça reste une monnaie, donc ça repose principalement sur l'offre et la demande. On l'a vu avec FTX, quand FTX a fait faillite, ça a plongé parce que tout le monde était en mode c'est horrible, c'est pas solide du tout, etc. Donc on voit que une annonce particulière peut vraiment tout changer au niveau des crypto-monnaies, alors qu'il y a beaucoup d'annonces qui peuvent impacter sur la bourse, mais on va pas avoir autant de réactions en fait du marché parce que derrière le marché, il a une valeur, comme je le disais au début, de par les bilans, les comptes de résultats, la solidité financière des entreprises. Donc ici, c'est principalement l'offre et la demande et c'est un peu, si tout le monde en veut, tant mieux, mais si personne n'en veut, ça baisse. Après, à nouveau, c'est des opportunités, etc. Voilà. Moi, de manière générale, j'aime pas trop les altcoins, donc c'est toutes les autres crypto-monnaies que le Bitcoin. Ethereum. Ouais, Ethereum, Solana, enfin voilà. Je suis pas très très fan,
surtout parce que la plupart performent pas en fait. Donc j'ai pas forcément envie de les avoir dans mon portefeuille. Bien sûr. Et je discutais justement là au séminaire avec Nicolas qui a un podcast vraiment type 100% crypto. Et lui, ce qu'il disait, c'est que là, il partageait par exemple un portefeuille un peu parfait crypto en ce moment, et on lui a posé la question pendant combien de temps il est valable. Il a fait allez, quelques semaines, quoi. Ouais. Parce que ça bouge tellement, il faut être tout le temps dessus, la crypto. Donc, c'est vraiment un autre type d'investissement. C'est presque un travail à part entière de suivre ce qui se passe pour ne pas être en retard, en fait. Et C'est un on peut sort être de très vite en trading, retard. quoi. Ouais. Ouais. Donc, c'est pas la même approche, pas le même risque, etc. C'est pire que du stock picking, limite. Ah, mais oui, de fou. Parce que, en plus, faut comprendre les projets qu'il y a derrière. La comprendre technologie, s'ils sont vraiment utiles. etc. Ouais. Parce qu'en fait, si un projet est pas utile, de toute façon, la crypto, elle va pas durer. Donc, faut comprendre le projet derrière la crypto-monnaie. Et si jamais ce projet, en réalité, on n'en a pas besoin, ça a pas une vraie utilité, voilà, ça va s'effondrer. Donc, tu recommandes pas plus de 5% de son portefeuille? Ou alors, ça dépend encore des objectifs et de l'individu, etc. C'est ça, il y a des personnes qui vont être très tolérants ou très passionnés aussi, et pourquoi pas. Mais pour la plupart des personnes, 5%, c'est largement suffisant. C'est ce que tu fais perso ou non, toi? Ouais, moi je fais moins de 5%. Après, j'ai un gros budget investissement, du coup c'est plus conséquent quand même tous les mois, et donc je me verrai pas investir non plus des grosses sommes. Mais voilà, je trouve ça booste un peu et c'est très bien. Et de toute façon, moi je veux pas faire du trading, donc c'est de l'investissement de long terme, donc c'est aussi pour ça que je prends que du Bitcoin, parce que je sais, vu qu'il y en a une quantité limitée, etc., avec les halvings et tout ça, ça va augmenter au fur et à mesure du temps, mais je suis pas prête et j'ai pas le temps non plus de m'intéresser aux autres. Mais ça veut dire que tu as ta routine régulière, c'est-à-dire que tu investis un montant toutes les semaines ou tous les mois c'est ça. sur Bitcoin. Oui, c'est automatisé. J'ai même pas à y penser. D'ailleurs, c'est automatisé pour le reste aussi? Oui. Ou toi, tu te connais tellement que tu peux te permettre de faire... Attends, c'est quoi la différence entre c'était DCA et l'autre manière d'investir? Lump sum. Lump sum, ouais. Ouais. Donc lump sum, c'est quand tu investis une grosse somme d'un coup. Par exemple, tu as 10 000 euros, c'est boum. ça, tu les mets. Et DCA, c'est investir une somme à intervalles réguliers. Donc, ça peut être soit toutes les semaines, soit tous les mois, etc. Moi, j'investis plutôt tous les mois. Et je garde toujours un peu d'argent de côté. S'il y a des corrections de marché et tout, j'investis plus. Donc ça, attends, tu gardes un petit surplus de cash. Voilà, c'est ça. En fonction de et ça, c'est une stratégie qui s'appelle buy the dip, donc acheter quand c'est bas. Okay. C'est ça. Mais ça nécessite quand même que tu regardes très régulièrement. Non, parce que en fait, dès qu'il y a une correction de marché, t'as tous les réseaux sociaux qui est là. Il y a une correction de marché, donc tu vois. Tu l'entends direct. Ouais, franchement, honnêtement, moi je suis pas sur les marchés tous les matins et tout. Mais après, par contre, mon contenu, il est orienté finance et tout ça. Je suis beaucoup les États-Unis, du contenu américain. Donc et du forcément coup, j'ai renseigné, bien sûr. Ouais. C'est ça. Et par rapport à ta question pour l'automatisation, donc moi je recommande toujours l'automatiser, mais moi personnellement je le fais pas. Par contre, je change pas mes investissements, mais c'est plus, j'aime bien, ça me permet en fait de prendre le temps de faire un petit check, de voir où ça en est. Ah, ça a évolué dans ce sens-là. Et puis des fois, peut-être tous les 3 mois, je vais me dire est-ce que je change un tout petit peu la stratégie. La plupart du temps, je la change pas, mais ça peut arriver. Au moins, ça me permet ça m'oblige à prendre ce temps d'analyser un peu où en est mon portefeuille. Ouais, bien sûr. Mais pour des personnes si t'es un peu tête en l'air et tout, vaut mieux automatiser, comme ça c'est fait. Et c'est très bien. Oui, oui. En fait, j'étais tombé sur quelqu'un qui conseillait de vraiment oublier ses investissements, de les automatiser et de ne plus les regarder en fait. Ouais. Comme ça, au moins, tu réagis pas sous l'émotion à vouloir faire des opérations. C'est ça. Et puis, au moins, tu laisses fructifier ça. Mais ça, c'est une bonne stratégie. Et même des fois, on est surpris. J'avais fait un truc, un test, mais il y a quelques années. Donc, j'avais mon budget investissement, ma stratégie, etc. sur un portefeuille. Et j'avais ouvert un autre compte titre où on pouvait faire des achats de fractions, en fait, d'ETF. Donc, tu pouvais même mettre un petit montant. Et je sais plus ce que j'avais mis. J'avais dû mettre... genre 30, 40 euros par semaine. Et je m'étais dit, c'est un peu l'équivalent d'un resto, tu vois. Donc, je vais pas le voir passer et il va partir chaque semaine. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'avais complètement oublié, même ça se prenait sur mon compte et je le voyais pas. Et quelques années plus tard, je me disais, c'est fou, il y a
facile. Je sais même plus combien il y avait parce que j'avais pas fait ça non plus pendant Oui, bien sûr. des années. Ouais. Mais je suis peut-être une bonne année, quoi. Et j'étais là, mais c'est fou, il y a plus de 10 000 euros. Là, ça tout a performé. En fait, je t'en ai pas rendu compte, quoi. Et c'est génial. Ouais. C'est quand même la meilleure des surprises. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était en plus de mes investissements classiques. Donc, c'est sympa tu t'oublies puis tu gagnes de l'argent. Ce qu'on aimerait tous faire. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on aimerait tous faire. Tu recommandes, toi, des plateformes d'investissement où elles sont toutes à peu près équivalentes? Qu'est-ce qui les différencie d'ailleurs? C'est les frais, la facilité d'utilisation, C'est ça. l'interface, des trucs comme ça? Principalement. Frais et facilité d'utilisation. T'as Trade Republic qui est vraiment bien et très facile d'utilisation. XTB et Interactive Broker, c'est ceux qui ont les frais les plus bas, mais un petit peu plus compliqués. Faut quand même se former. Et après, pour l'assurance vie, t'as Lynxea. Parce que ça peut pas être sur les mêmes plateformes que les autres. Et donc, Lynxea, c'est un courtier en assurance qui est vraiment très bien aussi. Ok. Bon, c'est parfait pour ceux qui aimeraient débuter. Et justement, en parlant de débutants, imaginons que j'ai 200 euros de budget par mois à investir. Ouais. Que ce soit bourse, crypto, j'ai envie de les épargner. Est-ce que quelle stratégie je pourrais adopter? Alors je sais, on en a parlé juste avant, ça dépend de l'objectif, etc. Mais l'objectif, c'est d'accumuler un maximum d'argent pour ma retraite. Disons que je suis un jeune entre 18 et 25 ans. Comment ces 200 euros, je peux les fractionner pour les investir assez intelligemment? Plutôt que de mettre 200 euros sur Bitcoin. Oui. C'est une personne, on va dire, on part sur le principe, c'est une personne qui est en France. C'est une personne, ouais. Ça change beaucoup? Ça va changer au niveau des comptes que tu peux utiliser et de la fiscalité. Parce que c'est vraiment, les investissements, ça va être la même chose et la répartition, peu importe où tu te trouves dans le monde. Par contre, le compte et la fiscalité, vont différer en fonction de là où tu te trouves. Ne serait-ce que Suisse, Belgique, ça n'a rien à voir avec nous, par exemple. Ouais. Mais partons de la France. Ouais. Au moins c'est le plus difficile, comme ça, comme ça on est formé pour le reste de la planète. Donc tu peux partir sur un PEA, donc c'est un compte qui a un avantage fiscal, donc déjà tu paieras moins d'impôts sur les plus-values, etc. Et ce qui est bien, c'est que tant que tu sors pas d'argent, même si tu fais des réajustements, t'as rien à payer, t'as rien à déclarer. Donc ça, c'est une bonne base. Ensuite, ces 200, ce qui serait intéressant, c'est de faire une répartition que en ETF, mais là on va prendre maximum 2 ETF. Si on veut par exemple mettre un peu de crypto, on prend 2 ETF plus un peu de crypto parce que tu veux pas avoir trop de frais, parce que plus t'as d'ETF, c'est généralement 1 euro par passage d'ordre. Donc plus t'as d'ETF, plus t'as de frais, et ça sert à rien de trop s'éparpiller. On veut quand même aller sur les meilleurs. On est d'accord que c'est pas forcément pertinent d'avoir 6 ETF différents, ou si ça peut se faire? Ça peut se faire pour des stratégies qui sont plus complexes avec plus de budget. Mais pour quelqu'un qui a 200 euros, ça va juste avoir aucun intérêt à part payer un maximum de frais et mettre 10 euros dans un ETF. En fait, l'impact au niveau de la stratégie, il va être minime. Ah oui, j'ai mis juste 10 euros dans celui-là, mais oui, mais du coup, ça va très peu avoir d'impact au niveau de l'accumulation au fur et à mesure du temps et de ton enrichissement. Est-ce qu'en plus, il peut y avoir des doublons? Par exemple, certains ETF, je sais pas, S&P 500 et MSCI World, t'as plusieurs entreprises qui sont dans les deux. C'est ça. Surtout un MSCI World, donc t'as à peu près 70% de SP500 dedans. Donc, surtout en plus, un MSCI World, typique, on va l'utiliser pour des plus petits budgets. Donc, justement, aux alentours de 200 euros. Donc, si tu mets les deux, ça n'a aucun intérêt. Et un MSCI World, tu n'as pas trop envie de le prendre quand tu as un plus gros budget, parce qu'en fait, tu as peu de marge de manœuvre pour ajuster ton portefeuille, vu que c'est eux qui choisissent de la répartition. Ok, je comprends. Donc, tu vas donc sur un petit budget, on va plutôt aller typique sur des MSCI World, sur des gros indices qui vont vraiment regrouper un maximum de différentes régions, etc., pour avoir une bonne diversification. Puis après, on ajustera en fonction de la tolérance au risque de la personne. Donc là, tu as dit maximum 2 ETF. Ouais. Une petite partie pour la crypto, donc ça peut être 5%, pareil. Et les 2 ETF, ils sont choisis en fonction de nos recherches, de ce qu'on aime, de ce que recommandent les réseaux sociaux. Ouais. Comment on peut choisir? Là, ça va être principalement des gros indices. Donc, ça va être principalement du MSCI World, du SP500, du MSCI Europe. Voilà, ça va être ce genre d'indice-là où tu vas pas du tout aller sur des ETF de secteur, etc. Toi, tu veux être le plus diversifié possible sans devoir prendre un max d'ETF. D'accord. Mais n'oubliez pas, n'allez pas sur une plateforme et appuyez sur un bouton. Faites vos petites recherches pour éviter les déconvenus de ce genre. C'est ça. Et à partir de quel moment il faut changer de stratégie?
Parce que tu vois, tu dis que certains ETF ils sont adaptés aux petits montants. À partir de quand on peut se dire, ok, cet ETF, ça fait 5 ans que je l'ai, il serait peut-être temps d'aller sur quelque chose d'un peu plus pro, entre guillemets, ou en tout cas plus adapté à ce que je fais. Bah, en fait, tu vas avoir deux marqueurs. Ça va être principalement le budget et puis tes connaissances et à quel point tu es à l'aise avec le marché. Donc, généralement, on va dire qu'il y a les budgets en dessous de 300, on va aller sur 2-3 ETF, 500, 800, on peut aller sur 4. Et puis, quand on approche des 1000, on peut un peu complexifier. Là, on parle mensuellement. Oui, c'est ça, mensuellement. Et après, c'est à quel point tu es expérimenté, etc. La première année, on va quand même rester sur des stratégies qui sont simples. Qui sont simples, ouais. Parce que tu sais pas encore bien utiliser tous les outils, t'as pas encore tous les éléments, etc. Et puis après, au fur et à mesure du temps, bah là, tu peux te dire, ok, là, je suis prêt à implémenter ce type de TF, complexifier un peu, aller sur quelque chose d'un peu plus risqué, etc. Ok. La connaissance avant tout, hein. Une fois qu'on arrive à être bien éduqué, ça change quand même tout. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme... Enfin, je sais pas, tu vois, tu vas pas dire à un gars, prends 200 kilos direct, tu vois, tu vas lui dire, bah, vas-y par palier, commence, j'en sais rien, avec 60, puis après, tu rajoutes chaque semaine un peu, bah, c'est un peu la même chose, tu vois, c'est prends ton temps, apprends à faire les choses de la bonne manière, etc. Et de toute façon, on n'est pas à quelques mois près. Vaut mieux ça que je panique, je sais pas, je revends tout et j'arrête tout, et puis là, c'est sûr qu'il y aura zéro résultat, quoi. Et est-ce qu'on est d'accord pas une des pires choses à faire, mais quelque chose qui serait pas forcément très pertinent, c'est d'arrêter complètement ces investissements. Par exemple, tu as investi 200 € par mois pendant 5 ans et tu t'arrêtes. Bon, ça va continuer à fructifier. Hein, ah ouais? Ouais. Ils sont investis, donc ils vont continuer à fructifier. C'est juste que tu vas arrêter un peu le processus d'alimentation. Donc, la performance, elle est basée sur la somme que tu mets. Donc, si tu ne rajoutes pas plus, il y aura pas plus. Ouais, donc ça sera ralenti, mais au moins ça fonctionnera. C'est pas une catastrophe. Non. Ok. J'avais une question qui m'était venue. Elle était intéressante pourtant. Je vais essayer de le retrouver, mais on a déjà abordé pas mal de choses qui étaient très cool. C'était par rapport à la retraite, je crois, ou pas? Bon, peut-être que ça me reviendra plus tard. C'est pas trop grave. Ah oui, il y a une autre question en plus qui m'est venue juste avant. Ouais. C'était les autres types d'investissements. Tu sais, aujourd'hui, on peut investir presque dans tout en fin de compte. Oui. Et j'ai déjà vu des investissements un peu plus exotiques. Et je voulais te demander ton avis sur ça. Je sais pas si tu t'y connais très bien. Tu penses à quoi? Genre les montres, des choses comme ça? Je pense aux montres, je pense aux droits musicaux. J'ai vu une plateforme où tu pouvais investir, investir sur des droits musicaux. Je sais pas, des bouteilles de vin, tu vois, ce genre de choses. Est-ce que c'est pertinent ou c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas regarder avant d'avoir atteint un certain niveau? Je pense... Moi, j'ai pas les connaissances et je pense que c'est pertinent si tu as les connaissances et que tu es passionné, etc. Il y a des gens pour qui les montres, c'est des super investissements, mais ils sont vraiment connaisseurs. Ouais. Genre, moi, je vais arriver dans une boutique, je vais prendre, tu vois, elle est jolie celle-ci, tu vois. C'est un pire investissement, tu vois. Donc voilà, c'est si t'es connaisseur, si t'es passionné, c'est un peu comme l'art, etc. Si t'es passionné et que tu comprends comment ça fonctionne, pourquoi ça va prendre de la valeur, ok. Mais sinon, non. Et en plus, c'est très niché quand même. Et il y a plus de risques aussi parce que ça reste des secteurs très niches, quoi. Ouais, mais ça fait toujours envie parce que c'est exotique. Oui. On se dit c'est un peu marrant, mais effectivement si tu t'y connais pas, c'est pas pertinent. Il faut faire attention, il y a beaucoup d'arnaques aussi. Typique le vin. J'avais une personne qui me suivait qui s'était fait arnaquer de fou. Ouais. Elle avait fait des emprunts pour investir dedans et tout. Il y a en fait, c'est pour ça qu'il faut être vraiment connaisseur parce que c'est des choses qui sont assez délicates, qui sont moins encadrées aussi. La bourse, les plateformes, c'est régulé par l'autorité des marchés financiers. Donc, si tu vas sur une plateforme qui est agréée, t'as pas de risque en fait d'arnaque, de choses un peu étranges, oui, etc. parce qu'ils sont contrôlés. C'est contrôlé, les ETF sont contrôlés. Quand on voit UCITS dans un ETF, c'est que c'est un ETF européen qui est totalement certifié, etc., agréé. Donc voilà, il n'y a pas de risque de catastrophe et tout. Que ça aussi, ce genre d'investissement, tu sais pas où tu vas, avec qui tu vas, donc voilà. Ouais, tu sais pas où tu mets les pieds. Non. Ok, on ferme la parenthèse investissement exotique. C'est une question. Est-ce que tu penses que l'investissement en bourse ou en crypto, c'est une manière d'atteindre la liberté financière
Ou c'est vraiment, on le considère comme un à côté qui nous permet d'assurer son avenir ou les coups durs, etc. Est-ce que pour toi, d'ailleurs, toi personnellement, c'était une manière d'atteindre la liberté financière ou pas Oui, forcément? tout à fait. Ma stratégie, en fait, c'est de faire en sorte au fur et à mesure du temps que ce que je gagne avec mon temps, eh bien, je le gagne sans devoir utiliser mon temps. Donc, c'est pour ça, là, j'investis tous les mois à peu près 50% de ce que je gagne, de ce que je me verse en salaire. Et, C'est une proportion très importante. oui, très importante. J'ai pas du tout commencé avec ça, loin de là. Mais là, l'objectif, c'est de faire en sorte que, à un moment, j'ai vraiment le choix de travailler ou non et que j'ai plus besoin d'échanger mon temps contre de l'argent. Donc, tout à fait. Et mais après, ça dépend toujours aussi le niveau de vie que tu vas avoir. Est-ce que tu te dis, j'ai envie juste de plus travailler et avec 3000 je suis bien, ou est-ce que je veux vraiment gagner encore plus et avoir plus de patrimoine? Donc voilà, ça dépend un peu chacun, mais en tout cas c'est un très bon moyen pour atteindre la liberté financière. Après il faut juste définir combien est-ce que tu veux pour pouvoir être libre financièrement sans devoir travailler. Est-ce que c'est ce que tu gagnes maintenant ou est-ce que c'est plus? Et en fonction de ça, tu as juste la stratégie. Et par rapport à ça, tu vas modifier la proportion de tes revenus que tu vas pouvoir investir. Oui. En fait, c'est assez intéressant parce que à un moment ou un autre, il y a un sacrifice qui va devoir être fait. Peut-être que si tu veux atteindre la liberté financière rapidement, il va falloir que tu investisses plus de tes revenus oui, et vice versa, quoi. Ouais, moi je suis très mais enfin je pars du principe dans la vie, il y a rien de magique, donc il y a forcément un moment où il faut savoir. En fait, il faut être en adéquation avec soi-même. Tu te dis, non, moi je suis OK de prendre mon temps, etc. Je veux atteindre ma liberté financière et être sûre, mais à la retraite, ça me suffit. OK. Je veux que ça arrive plus vite. Forcément, faut travailler plus, faut faire en sorte de gagner plus d'argent, faut se donner plus. Voilà, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire avec ta vie, puis en fonction de ça, tu fais ton plan et tout est possible. Mais en soi, oui, si tu veux faire en sorte d'avoir des revenus sans devoir travailler, c'est un excellent moyen. Après, est-ce que je veux l'atteindre rapidement? Est-ce que j'ai du temps? Et combien je veux gagner? Ouais, bien sûr, il n'y a pas de recette magique. Mais certains font miroiter des recettes magiques. Hein. Oui. Ça doit être. Tu le vois comment, toi, en tant que professionnel, en tant qu'experte, d'avoir des personnes qui font miroiter des choses assez dingues avec la bourse ou avec les investissements? Ouais. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est les personnes qui se font arnaquer. J'en vois souvent dans mes messages et c'est un peu, on peut rien faire. Et ça, franchement, c'est triste. Ouais. Et je trouve que c'est pas très humain de faire ça à d'autres personnes, surtout quand c'est leur économie de toute une vie, etc. Enfin, c'est super violent. Ce qui est même souvent le cas, hein. Des personnes qui n'ont pas la possibilité de se permettre de perdre ça. Exactement. Donc ça, voilà, je trouve ça hyper violent et pas normal. Après, je me dis, ce qui est important, c'est que moi, je fasse en sorte de donner les bonnes informations et avec un peu de chance, ça arrivera à la majorité des personnes et tout se passera bien, quoi. Et ces bonnes informations, du coup, c'est une formation actuellement. Oui, déjà, c'est les réseaux sociaux bien sûr. Avant la formation. Et après, bien sûr, il y a la formation si on veut aller vraiment apprendre et acquérir les connaissances. Et qu'est-ce qu'on peut espérer après avoir fait cette formation? D'avoir les connaissances nécessaires pour faire des choix un peu plus éclairés, oui. De savoir comment fonctionne tel ou tel investissement. C'est ça. En fait, tu as toutes les informations pour apprendre à investir. Donc, que ce soit tous les critères pour sélectionner tes ETF, où les trouver, ces critères, et les choisir, donc avec des tutos, comment utiliser les plateformes, quelle fiscalité, quel compte faut prendre en fonction de ta fiscalité pour que ce soit le plus avantageux, comment répartir ton portefeuille en fonction de ton budget, enfin tout ce dont on a parlé pendant le podcast. Voilà, tu as vraiment tous les éléments sur la construction du portefeuille, le choix des ETF, et en fait, tu peux tout mettre en place et gérer tes investissements toi-même. Et comme ça, tu es autonome et tu peux gérer les choses de ton côté. Oui, et après, moi j'ai un service que je fais à vie pour toutes les personnes qui prennent ma formation, ou s'ils ont des questions, ils peuvent nous les poser, parce que je pars du principe quand même que ça reste un sujet qui peut parfois faire peur, puis on peut vite avoir des informations un peu dans tous les sens. Et c'est bien d'être rassuré par une équipe C'est ça, pro, des fois je me dis... j'aimerais pas que la personne elle soit en face et qu'elle se dise là je fais quoi, j'aurais bien aimé juste poser ma question à quelqu'un. Des fois c'est juste une petite question qui te permet de débloquer, et du coup avec que ce soit moi ou mon équipe, on fait en sorte d'être là, et je pense que ça c'est important, qu'on reste pas dans la panique ou tout seul, quoi. Complètement, c'est hyper rassurant, et surtout dans ce domaine-là, je pense que c'est encore plus important. Trop bien. Et sur tes réseaux sociaux, on en parlait juste avant de ta fréquence de publication sur YouTube, tu publies quand même pas mal. Oui. Sur
Instagram aussi. C'est comme ça que je t'ai découvert. C'est Ok, sur Insta. trop bien. C'est sur Yes, ça marche. Ouais, ça marche très bien. C'est sur Interréel Insta. Je crois que c'était l'été dernier. Enfin, bref. Ok. Donc, oui, c'était sur Insta. Et tu publies sur YouTube également. Mhm. Trop bien. Ouais, c'est ça. Les deux, Insta, un jour je fais 2 posts, un jour je fais un post. Et puis YouTube, c'est une à 2 fois par semaine. Ouais. Donc, abonnez-vous à Rachel. Merci. On mettra de toute façon toutes les infos dans la description et même le lien de ta formation. C'était très intéressant, Rachel. Ça doit faire le 4e podcast que je fais un petit peu sur la finance. Ok. Mais on a abordé des choses que j'ai jamais abordées sur les autres. Trop bien. J'ai appris plein de trucs que j'avais même pas abordés avec les autres invités, qui étaient aussi très intéressants. Donc je suis bien content qu'on ait pu, tu vois, dépoussiérer certaines idées reçues, qu'on ait pu préciser certaines choses. Et je serais curieux de savoir ce que les personnes qui ont regardé ce podcast en pensent. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Ouais. N'hésitez pas à nous dire si vous connaissiez Rachel, et si vous la connaissez pas, allez vous abonner à YouTube. Merci. En tout cas, c'était trop chouette et t'avais des super questions. Même moi, ça m'a un peu poussé sur d'autres sujets que des fois j'aborde pas forcément en interview. Donc merci. Avec plaisir. C'était un peu le bordel, hein, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui me venaient en tête que ça partait dans tous les sens. Mais je pense qu'on a eu un petit peu de structure et que ceux qui ont écouté ça seront contents. Merci encore, Rachel. Infiniment. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Merci d'avoir visionné ce podcast avec Rachel. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir un autre épisode sur Là on discute, je vous en mets un juste ici. Probablement que vous ne l'avez pas visionné. Donc allez donner sa chance à cet épisode.